Peut-on manager le chaos? Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, mais également au Collège de justice criminelle à New York et à l'université Fudan, Shanghai. Manager le chaos. Alors j'aurais pu dire le management et le maintien de l'ordre. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ça ne va pas fort. En fait, ça ne va jamais fort, mais notre problématique de la rétractation du temps et de l'espace due à l'usage immodéré de petits appareils connectés qui font que nous passons notre temps à regretter le tweet ou le SMS qu'on vient déjà d'envoyer et qu'on adorerait rattraper, ou d'attendre désespérément celui qui va arriver, qui nous montre que nous sommes toujours vivants, nous amène à perdre totalement le sens de l'histoire et de la perspective. Alors le charme des enseignants, des universitaires ou des académiques, outre leur côté casse-pied et en général rébarbatif ou peu attentif au mouvement de la mode, c'est aussi de rattraper le passé. Le maintien de l'ordre en France, jusque dans les années 60, ce sont des gendarmes à cheval qui sabrent à tout va ou des militaires qui tirent dans le tas. Il faut attendre le début des années 50 pour commencer à avoir des unités formées, spécialisées, structurées, entraînées, équipées pour faire le maintien de l'ordre et pour que la théorie et la doctrine du maintien de l'ordre s'installent dans les esprits. Tout le monde oublie qu'en 1962, la grande manif des Algériens 61-62 à Paris se termine par des dizaines, voire des centaines de morts jetés dans la Seine. Et qu'il faut attendre le préfet Grimaud en 1968 pour qu'une doctrine structurée ait lieu, ni mort ni blessé. Alors il y en a malgré tout, un commissaire de police à Lyon, des manifestants qui tombent d'une barricade, mais un nombre tellement faible, eu égard à la violence des manifestations à l'époque, on déracinait des arbres, on jetait des véhicules pleins sur les cordons de police, ceci pour rappeler à tout le monde que ce qui est nouveau est en général ce qu'on a oublié, et l'amnésie est un sujet central de la communication et du management, d'ailleurs de la transmission. Il faut se rendre compte de ce qu'on fait. Alors la vraie difficulté dans le maintien de l'ordre, c'est que c'est un tournoi, un duel, et qu'il y a des règles. Jusqu'à la grande manifestation des sidérurgies de 1979, la règle, c'est que la CGT d'un côté et le service d'ordre de l'autre, police ou gendarme, se réunissent à heure fixe pour un moment bref mais intense, où la CGT montre qu'elle défend les ouvriers, la police montre qu'elle défend l'État et tout le monde est content. Les règles sont respectées, le show a lieu au moment où c'est prévu et tout le monde a démontré qu'il respectait des règles de rapport de force. En 1986, tout change. Tout change. D'abord parce qu'il y a un mort, un jeune homme tué par une charge d'une unité volontaire, mal préparée, mal entraînée, mal structurée, mal dirigée, sur des motos et avec des bidules, un bâton en bois relativement dur qu'on appelait les pelotons voltigeurs motorisés. Et deuxièmement, parce que pour la première fois dans l'histoire, devant la première ligne de la manifestation et la première ligne des CRS, ou des gendarmes mobiles, arrive une nébuleuse. Des milliers de jeunes gens issus des collèges et des lycées et de la banlieue qui, pour la première fois de leur vie, vont manifester. Et en manifestant, que font-ils? Eh bien, ils font au contact avec les forces de l'ordre où visiblement ils ont des comptes à régler. Ils vont faire leurs courses avec les magasins qui sont à côté. Parfois même, ils font leurs courses en pillant, attaquant et rackettant les manifestants eux-mêmes. Ce processus-là change totalement la donne. Il y a 3 manières de jouer un jeu. Jouer le jeu selon les règles du jeu, changer de règle, changer de jeu. Mais quand celui qui change de règle ou qui change de jeu, il faut s'adapter. La police n'a pas pris cette décision. Elle a considéré que c'était un épiphénomène, un mauvais moment à passer et que ça allait changer. Premier épisode, nébuleuse. Deuxième épisode, Black Bloc. Là, ce ne sont pas des jeunes gens sortis des collèges et des lycées qui viennent s'ébrouiller dans la pampa. C'est une toute nouvelle organisation de gens qui sont organisés, entraînés et structurés pour aller au contact et pour lutter contre la société de consommation et sa représentation étatique. Ils n'ont peur de rien, ils savent comment faire, ils sont extrêmement mobiles, ils utilisent un argument nouveau et extrêmement puissant, un élément nouveau, un instrument nouveau, le téléphone, les réseaux sociaux, Internet, les SMS, donc ils deviennent archi-mobiles, alors qu'avant la mobilité c'était la force de la police, là c'est la force d'un manifestant, mais ils ne remplacent pas la nébuleuse, ils viennent en plus. Et puis troisième épisode, gilet jaune. Alors là, vous avez une population qui n'a jamais manifesté, qui ne sait pas comment manifester, qui ne connaît pas les règles de la manifestation, qui ne sait pas qu'il faut déclarer une manifestation, qui a un parcours, qu'on ne va pas où on veut et qui, dans leur tête, ont
la manifestation est un droit, j'utilise mon droit, je vais où je veux, quand je veux, et si j'ai envie de mettre le feu à l'Élysée comme si c'était la Bastille, il n'y a pas de raison que je m'en empêche. Et là, la police est face à un troisième épisode cumulatif, et elle est face à un brutal changement. C'est le moment où la doctrine du management de l'ordre devient la doctrine du management du chaos. C'est le moment où vous savez que les règles du jeu ne sont plus respectées et qu'il faut donc s'adapter aux nouvelles règles et aux nouveaux jeux avec de nouveaux acteurs et de nouveaux joueurs. Et que pour la première fois, on joue à une partie d'échecs avec plusieurs joueurs et pas deux. Donc c'est une problématique basique d'analyse d'un process, d'analyse stratégique, comme diraient mes anciens professeurs. Salut mon professeur Jean-Claude Teunic, par exemple, qui a eu le drame de gérer mon mémoire sur... de management stratégique, mais c'est un enjeu absolument déterminant. Et pour des raisons mystérieuses, le ministère de l'Intérieur a fait l'impasse, considérant que c'était juste un mauvais moment à passer et que tout reviendrait à la normale, tout reviendrait dans l'ordre. Évidemment, ça n'est pas ce qui se produit, puisque plus on essaye de faire revenir le passé, plus le nouveau s'impose. Et c'est le moment où le système a craqué en décembre de l'année précédente, en 2018, avec l'affaire de l'Arc de Triomphe, l'effondrement des logiques policières traditionnelles, le fait que des unités statiques ne pouvaient pas être dynamiques, elles ne pouvaient plus se projeter, que mettre des unités mobiles pour devenir des unités statiques pour défendre des enjeux stratégiques, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bref, les amateurs manifestants ont obligé les amateurs policiers à changer de structure. Et donc, il y a eu 3 mouvements. Un très bon mouvement, le changement de doctrine, qui avait déjà été anticipé par le préfet Massoni et l'inspecteur général Berlioz juste après la mort de Malik Ousekine en 1987. Il faut supprimer les pelotons voltigeurs motorisés, mais il faut les remplacer par quelque chose. Des unités rapides, dynamiques, regroupant des CRS ou des gendarmes mobiles, des unités de police administrative et des unités de police judiciaire pour couvrir la préparation de la manifestation pour les gens qui viennent armés, la gestion immédiate des interpellations pour ceux qui aient la capacité à agir très vite et très rapidement avec des moyens modernes. Mais il a fallu attendre quasiment 30 ans pour que ce très joli document Massoni ressorte de la poussière, grâce essentiellement à la direction des CRS, à celle des gendarmes mobiles, mais pas du tout à la préfecture de police de Paris, qui a été le dernier tenant de « nous allons rétablir l'ancien régime de l'ordre ». Voilà. Deuxième phénomène, bien, c'est évidemment qui fait quoi. Et là, il y a un drame, c'est que pour des raisons comptables, et parfaitement comptables, qui ne sont pas des raisons de gestion. La comptabilité et la gestion sont 2 métiers totalement différents et qui sont très loin du management. On a décidé de réduire massivement le nombre d'effectifs de gendarmes mobiles et de CRS. Quand vous en avez moins, vous en avez moins. Quand vous en avez beaucoup moins, vous n'en avez plus assez. Et donc, il a fallu les remplacer par ce qu'on trouvait. Des jeunes sortis de l'école, des gens des brigades anticriminalité, des gens de la sécurité publique qui n'ont jamais géré de maintien de l'ordre de leur vie. Troisièmement, l'équipement. Alors l'équipement est ancien, obsolète, dépassé, vieux, mais surtout il a changé de nature car le jour où on a décidé de faire des changements, on a fait de mauvais changements, notamment avec les LBD. Le flashball était un outil qui tirait environ à 120 ou 140 km/h et dont le palais était plus large que votre orbite de l'œil. Le LBD tire 2 fois plus vite avec un palais 2 fois plus petit, comme s'il avait fait pour énucléer les gens. Quand vous donnez un mauvais armement dangereux à des gens qui ne sont pas formés pour le faire dans des configurations qui n'ont jamais été prévues, vous créez les conditions de nombreux blessés et donc le drame qui a été connu pendant les manifestations. Donc ce changement-là n'a eu lieu que lors du changement de préfet de police, par l'arrivée d'un nouveau préfet de police, mais qui a aussi changé la doctrine, modifié les conditions d'utilisation de l'armement, mais il est resté évidemment 52 semaines de gilets jaunes, ça ne s'efface pas en 3 minutes 12, et la police aujourd'hui n'a toujours pas résolu le problème d'un concept, des professionnels entraînés, spécialisés et armés d'équipements qui ne sont pas dangereux. Et donc ce processus-là est un processus long et douloureux. Et évidemment, se rajoute à ça l'arrivée du fait qu'il y a 65 millions de photographes et de vidéastes en France, chacun équipé de son petit téléphone. Et là aussi, la police, en termes de communication, le ministère de l'Intérieur, a décidé qu'on allait faire comme si ça n'existait pas et comme si on pouvait indéfiniment expliquer que ce n'était pas vrai, que ça n'avait pas eu lieu et que c'était juste une réponse à une agression insupportable qui avait eu lieu. Sauf que maintenant, on a la preuve vidéo, elle vaut ce qu'elle vaut, car la digitalisation permet aussi la manipulation, mais en tout cas, on a
une multiplication des possibilités de vérifier les dires des services et les comportements des policiers. Il y a 1% de policiers et de gendarmes qui ne sont pas au niveau et qui créent les conditions des troubles, salissent les 99% qui respectent déontologiquement les règles. Et puis, il y a le deuxième effet, 95% des mis en cause dans les affaires d'exaction policière, car il y a des violences policières, ce n'est pas un gros mot, il faut le dire honnêtement, eh bien, ce ne sont ni des gendarmes mobiles ni des CRS, ce sont justement ceux qui ne sont ni préparés, ni formés, ni en capacité d'exercer cette fonction, et donc ça explique ce qu'est un drame du management, et donc une absence de management du chaos intelligente et structurée, mais qui est en cours de remise en état, sauf que c'est extrêmement lent. Je ne résiste pas à la question. L'État, c'est le détenteur de la violence légitime. On sent quand même derrière toute cette histoire que vous venez de nous faire, une contestation permanente de l'État. Et aujourd'hui, alors c'est pas nouveau, c'est ce que vous nous avez rappelé, c'est pas nouveau de s'attaquer à l'État. Mais là, on sent qu'on est monté encore d'un cran, là. Alors, Comment expliquer cette... On est remonté d'un cran. Je remets toujours ça dans un process historique. 62, des centaines de morts. Là, il y en a 9, mais une partie d'entre eux le sont dans des affaires de blocage de ronds-points, de véhicules mal gérés. Et puis, dans 1 ou 2 cas, effectivement, la police est mise en cause. Là, je parle de la partie manifestation et maintien de l'ordre. Il y a d'autres cas, gestion de gens très énervés dans des gestes techniques qui sont devenus dangereux, pas par le geste lui-même, mais par sa durée, par son incapacité à comprendre qu'on ne peut pas interpeller n'importe qui, n'importe comment, et que la gestion de l'étranglement, la gestion du plaquage ventral sont des sujets qui doivent être revisités régulièrement et qui ont subi beaucoup d'évolutions. Je suis le conseil du NYPD, la police de New York, sur le terreau, mais j'ai vu ce qu'étaient les évolutions, par exemple, de l'étranglement pour les interpellations et de l'interdiction de ces gestes techniques parce qu'ils créaient plus de risques pour le policier comme pour la victime potentielle, et donc il fallait le faire. Mais c'est une vieille histoire parce qu'en France, l'État a décidé qu'il ne négociait pas s'il n'y avait pas de rapport de force. Et donc, les opposants à l'État ont compris qu'ils ne pouvaient pas négocier s'il n'y avait pas de rapport de force. Donc, le rapport de force est devenu le mode de négociation de l'État. C'est une sorte d'élément préalable. Je montre mes muscles, je montre ma force, je me mets en situation de confrontation, de contestation. Et donc, je suis en opposition avec les forces de l'État. Et une fois que j'ai bien montré ma force, alors un début de processus de négociation a lieu, parce qu'autrement, l'État considère qu'il a le monopole de la vérité légitime. Et ça l'amène à être dans une situation très différente des peuples anglo-saxons, allemands, suisses, ou plutôt de culture protestante, on va dire, où la négociation est un sujet naturel et où la grève, c'est le truc après qu'on a tout raté. La France fonctionne à l'envers. C'est un préalable à la négociation. Et donc, évidemment, ça nécessite un processus de confrontation. Mais jusque dans les années 80, le processus était maîtrisé. Il était organisé. Il y avait une sorte de traité de Westphalie de la contestation. On savait qui faisait quoi, dans quelles conditions ça fonctionnait. Là, hélas, on est dans une phase justement de révision complète des processus, à la fois parce que les contestataires ont changé et que les règles ont changé. Merci pour cet éclairage, Alain Bauer.